Et je pense que ce type d'exercice et ce type de vision systémique évolutive, parce que tout à l'heure, notre ami Siachami donc le disait, on est dans l'ère du digital, on est dans l'ère où avant on disait il faut apprendre en dehors de out of the box. Aujourd'hui, il faut le faire without the box. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde qui va tellement vite, où quand on veut faire des prévisions à 6 mois déjà, on est déjà à des années-lumière de ce qu'on peut faire, que c'est très important de permettre à ceux qui veulent grandir, parce que moi j'ai toujours, vous savez, c'est comme beaucoup d'entreprises qui disent je veux un junior qui ait de l'expérience. Moi j'ai toujours, avant de devenir une grande entreprise, il faut passer par une souris, après on peut devenir une gazelle, un éléphant, puis on ne sait pas ce qu'on... Mais il y a un processus, il y a des gens qui vont un peu plus vite comme des startups, mais il y a d'autres qui mettront du temps, et il y a d'autres qui voudront rester une souris. Donc il y a le respect de ceux qui à un moment donné décident de rester une TPE, de rester agile, parce qu'ils veulent être son propre patron. Donc le SBA, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité de gérer aujourd'hui tout ce cadre à 300 degrés et de laisser ceux et celles qui veulent rentrer prendre leurs responsabilités. Tout le reste, tout le cadre, c'est le SBA qui doit le gérer, c'est-à-dire je dirais le climat des affaires, tout ce qui est environnement des affaires, tout ce qui est effectivement transverse et qui est non lié à ma vocation, moi en tant qu'entrepreneur, c'est pas moi de gérer. Donc voilà un petit peu si je voulais dire en filigrane sur ce sujet. Merci Stéphanie. Donc toujours dans le cadre de cette vision qui s'est construite, peut-être en filigrane, même s'il n'est pas déclaré dans le document, peut-être on l'a déduit de ce que le document souhaite faire, n'est-ce pas? Maintenant, c'est bien beau de pousser à l'entrepreneuriat, mais nous savons très bien que le nerf de la guerre, c'est la finance, n'est-ce pas? Et j'aimerais bien que nous puissions avoir la réaction de M. Slessy, qui est donc directeur au sein de l'MCE d'Angola Africa et qui est responsable donc des marchés professionnels de la TPE. M. Slessy, si vous voulez bien. Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Donc déjà, merci pour l'invitation, c'est pour le BMCE d'assister à ce genre d'événement. Je pense que la banque aujourd'hui, ils sont au cœur de cette problématique de l'entrepreneuriat. Son engagement s'accentue davantage, effectivement, depuis le discours de Sa Majesté. D'ailleurs, c'est le cas pratiquement de toutes les banques, puisque aujourd'hui, vraiment, il faut le reconnaître, il y a une dynamique extrêmement importante et engagée de toutes les banques de la place, sous la houlette du GPBM et de la Banque du Maroc. Donc, par rapport à la question qui est posée, donc, il faut savoir que malheureusement, la problématique du financement n'est pas la seule problématique aujourd'hui qui freine le développement de l'entrepreneuriat de manière générale. Au niveau de la banque, à l'instar de ce qu'a fait éventuellement une ou deux autres banques, c'est que la BMCE a été précurseur en matière d'accompagnement non financier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on considère que le non financier est réellement une composante et dans la réussite de la mise en œuvre d'un projet qui est en fait l'issue d'une simple idée. Maintenant, avoir une idée et la concrétiser et se faire accompagner par de financiers est relativement dangereux pour l'entrepreneur. D'ailleurs, on le voit, hein, puisqu'il y a quand même un taux de défaillance qui est relativement important de par les statistiques qui sont aujourd'hui publiques. Hein. On a, disons, deux entreprises sur 3 qui échouent après une durée de 5 ans d'activité. Et je vous rassure, ce n'est pas uniquement lié au financement. Au contraire, les banques, elles sont là. Elles ont un rôle principal d'accompagner l'entrepreneur et surtout de financer l'économie. Là, on est beaucoup plus dans une dynamique, il faut le dire, sociale et sociétale, puisque on a très bien compris le message de Sa Majesté le Roi. Il ne suffit pas uniquement d'ouvrir les vannes pour financer de la TPE structurée, mais surtout d'accompagner tous ces entrepreneurs ou pseudo-entrepreneurs qui opèrent dans l'informel et qui, au lendemain, d'ailleurs on a eu des cas, au lendemain du discours royal, ont visité les agences bancaires, notamment la BMCE, pour demander du financement. Voilà. Donc, quelqu'un qui a une expérience dans une activité informelle, oui, on va le prendre en charge pour l'accompagnement financier, mais au préalable, il y a un certain nombre de prérequis. Et pour cela, au niveau de la BMCE, donc, nous avons dans notre démarche globale
intégrer la composante fondamentale à notre sens, parce que le financement, c'est quelque chose de facile, c'est notre métier de base, on sait très bien faire. Surtout qu'il y a des leviers d'accompagnement en matière de couverture de risques, etc., notamment via le fonds de soutien à l'entrepreneuriat. Mais l'élément fondamental, c'est qu'on prend en charge ce jeune entrepreneur qui a une idée, qui veut se lancer pour l'accompagnement non financier. Donc, on lui inculque un petit peu cette culture entrepreneuriale. Quelle relation devrait-il avoir avec ses clients, ses fournisseurs, mais surtout avec sa banque? La plupart des jeunes entrepreneurs n'ont jamais été amenés à contracter des prêts au niveau des banques. Ils ne savent pas que, il y a une échéance de crédit éventuellement qu'ils doivent être amenés à payer la fin du mois parce qu'ils ont dû prendre un petit crédit amortissable. Ils ne savent pas qu'un crédit de trésorerie, il n'est pas fait pour acheter du matériel, par exemple. Il est fait et il est mis en place pour couvrir un besoin en fonds de roulement qui émane de... Bon, on ne va pas faire un cours de finance, mais voilà, c'est des choses qui nous paraissent tellement banales, mais qui, de par notre expérience, quand on a été sur le terrain, et c'est grâce justement à une initiative qu'on a lancée il y a plusieurs années, en lançant le club d'entrepreneuriat, on a formé des personnes, des entrepreneurs, sur des aspects, franchement, qui étaient d'une simplicité extrême, mais qui pour eux était quelque chose vraiment de fondamental, voire de crucial et même vital pour l'entreprise. Ils reconnaissaient avoir commis un certain nombre d'erreurs et maintenant ils comprenaient que grâce à cette formation-là, qui d'ailleurs s'est allée sur 7 jours sur site en in-site, donc au niveau du centre de formation des régionaux de la banque, et 2 jours sur site chez lui, quand il a exprimé un besoin d'être coaché, d'être mentoré, on va le voir, nous avons des experts qui l'accompagnent pour voir un petit peu dans son environnement au quotidien quelles sont les problématiques qu'il rencontre et comment appliquer tout l'enseignement qu'il a pu écouter émanant de nos experts pour corriger un petit peu tout ça. Voilà, donc si je dois me résumer, il y a un accompagnement non financier qui est aujourd'hui clairement adressé par la banque et l'accompagnement financier, évidemment, sur lequel nous avons déjà bien travaillé. Et je pense, Inch'Allah, suite à cette nouvelle dynamique et surtout l'orientation royale, je pense que le citoyen, surtout entrepreneur, ne sera pas très déçu de ce que les banques vont lui proposer en matière d'accompagnement, notamment financier, et ce, Inch'Allah, dès début janvier de l'année prochaine. D'accord, merci. Nous reviendrons probablement sur ces aspects, notamment esquissés par CZKFM, qui dit que le financement n'est pas le seul problème que rencontrent les jeunes. Et c'est peut-être ce qui explique tout l'arsenal développé par les équipes qui ont réfléchi sur ce projet de SBA et qui ont balayé différentes dimensions, si vous voulez, des difficultés. Mais moi, j'ai toujours un peu de peine à écouter la signification que l'on donne au nouveau modèle de développement. Jusqu'à présent, tout le monde s'en gargarise, mais en réalité, fondamentalement, qu'est-ce qui est nouveau dans notre vision du développement, hein? Bon, je passe sous le contrôle des amis économistes ici, par exemple. Bon, c'est toujours capital plus travail qui crée la valeur, hein? Premier point. Deuxièmement, sur le plan doctrinaire ou idéologique, il y a 2 grandes options, il n'y en a pas 36, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui l'option libérale est un petit peu tempérée par tous les prix Nobel qui ont critiqué la mondialisation sauvage, que ce soit Amartya Sen, ou Stiglitz, ou d'autres, etc. Mais il me semble qu'un mot-clé, peut-être que l'on utilise, mais on ne l'a pas encore intégré dans notre pays, c'est le mot inclusif. Aujourd'hui, le développement, le plein développement, comme historiquement, comme mesuré par l'accroissement du PIB, n'est-ce pas, ou par les infrastructures, c'est un développement humain, durable, la dimension écologique, et inclusif. C'est-à-dire que le détenu, le pauvre, le handicapé, le vieillard sans ressources, le jeune chômeur, le lauréat qui ne trouve pas, ce sont des individus qu'il faut inclure dans la société. Il faut trouver le mécanisme inclusif qui permet la dignité
reprenant encore sur des choses qu'on a déjà expérimentées qui n'ont pas donné le résultat escompté. Il y a eu des programmes de financement, il y a eu des programmes de formation, il y a eu des programmes d'accompagnement, mais jusqu'à présent, alors peut-être que probablement lors du deuxième round nous allons parler de l'écosystème, parce que le mot a été cité, c'est fondamental. Et puis, il faut aussi avoir présent à l'esprit que le monde a changé. Je ne parle pas simplement sur le plan international. Le Maroc aujourd'hui, on a signé pratiquement plus de 60 accords de libre-échange. La concurrence n'est plus uniquement locale. Fût-ce pour le jeune qui se lance dans une petite activité de rien du tout. Lui aussi doit s'attendre à voir le produit, je ne sais pas, turc ou chinois ou finlandais débarquer sur le marché. En second lieu, on a parlé, ça peut être maintenant 6 ans, du capital immatériel. Mais où est-ce qu'il est? Est-ce que nous avons une économie culturelle qui valorise le patrimoine, qui est créateur de richesse? Non, pas sur le plan nostalgique ou historique ou culturel, etc. Quand vous voyez ce qu'on fait du patrimoine en termes de recettes, bon, je ne cite pas le Louvre hein, avec ses 10 millions de visiteurs par an, n'est-ce pas? Je ne cite pas l'édition en France, 30 milliards d'euros, mais je parle du capital immatériel. Hein. Et c'est à la fois le savoir-faire, les traditions, le chant, la chanson. Moi, j'aimerais bien avoir les mêmes droits musicaux que Céline Dion rapporte au Canada, que quelqu'un puisse les rapporter au Maroc. Donc, il y a l'immatériel que nous n'avons pas encore formalisé en termes de mode d'exploitation, ni même en mode de connaissance. Hein. Je ne parle pas de l'immatériel tel que le quantifient les experts et les juristes au niveau de l'entreprise. Hein. La reputation, la marque, etc. Non. De l'immatériel qui est diffusé dans notre pays, n'est-ce pas, de Tanger à Douéra jusqu'à l'autre côté où je défie. J'ai fini par citer mes origines, n'est-ce pas? Donc, je crois que nous devons, n'est-ce pas, d'actualiser notre propre perception de notre monde et savoir qu'est-ce qui a changé ces dernières années et qu'il faut prendre en compte. Donc, il m'a semblé que cette parenthèse était intéressante, y compris le fait que, en matière de financement, il y a eu des mesures qui ont été prises, le déplafonnement relatif hein, du microcrédit, l'apparition de produits de banque islamique dont certains se rapprochent beaucoup du venture capital, le capital risque, mais nous n'avons pas encore suffisamment d'instituts de capital risque au Maroc qui peuvent aller avec quelqu'un simplement parce qu'ils ont confiance dans l'idée. Hein. Etc. Donc, moi, je pense que tous ces éléments doivent être pris en considération dans notre vision, hein, puisqu'on parle de vision du futur. Donc, pour terminer ce premier tour d'horizon sur la vision, je m'adresserai donc à Madame Boutaleb, universitaire et coordinatrice du programme Global Entrepreneurship, hein, je finis par le dire. Donc, c'est tout à fait dans le vif du sujet. La parole est à vous, Madame, pour réagir par rapport à cette vision derrière le Small Business Act. Alors, bon, je vais faire une petite présentation pour la synthèse, oui. pour présenter un petit peu la synthèse de la dynamique entrepreneuriale sur les 4 dernières années, de 2015 à 2018. Je ne sais pas si je peux la projeter tout à l'heure, mais juste pour revenir... Ouais. Ah, il y a un problème, il n'y a pas de souci. Alors, juste déjà pour revenir parce que j'ai été quelque peu interpellée en tant qu'économiste sur le modèle de développement inclusif. Alors, il faut dire qu'au niveau du Maroc, c'est très important, l'histoire, elle est là pour qu'on en tire aussi des enseignements. Il faut dire qu'au niveau du Maroc, nous avons connu 2 décennies protectionnistes, les années 60 et 70. Après, c'est la phase de l'ajustement structurel, où on a voulu redorer un petit peu les indicateurs macro sans forcément se soucier du côté social. Et vraiment, le Maroc n'a commencé à s'autonomiser dans sa politique économique qu'à partir des années 95, on va dire même des années 2000. Donc, ce qui frappe aujourd'hui, en regardant un petit peu l'histoire économique du Maroc, c'est que la croissance économique a stagné. En fait, relativement, si on voit la moyenne depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui,
on est en moyenne à 4,5%. Encore, les estimations pour 2019, c'est 2,9%. On sait, alors qu'on sait pertinemment qu'il faut au moins 8% pour absorber le chômage, etc. Alors, si on parle aujourd'hui de modèle de développement, la première question qui se pose, est-ce qu'on a connu un modèle de développement? Est-ce qu'à un moment donné, les policy makers se sont posé la question? Alors, le roi a initié la réflexion, c'est tant mieux, il a mis face à leurs responsabilités les différentes parties prenantes, donc c'est tant mieux. Alors, quelle est la place aujourd'hui de l'entrepreneuriat? Justement, quand on parle d'un modèle de développement inclusif, on pense forcément aux jeunes, on pense forcément aux femmes. Donc aujourd'hui, on est frappé par certains chiffres. On sait que, par exemple, au Maroc, on a 23% de femmes actives, donc c'est trop peu. Donc on sait aujourd'hui que malgré des chiffres tels que on est à 9,5% de taux de chômage, mais quand on creuse un peu, on voit que c'est 26% de taux de chômage qui frappe les jeunes diplômés. Donc on renverse carrément la théorie du capital humain. Donc aujourd'hui, le Maroc, il est passé d'un pays à revenu faible à un pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure, parce qu'il a su faire ce qu'il faut en matière d'investissement dans le capital physique. Les réformes structurelles qu'a entrepris le Maroc sont exceptionnelles, mais ça n'empêche que c'est du capital physique. Quand vous parlez, c'est pertinent ce que vous dites, en matière de capital humain et immatériel,